Le général Charles de Gaulle, un jour qu'il recevait de jeunes comédiens prometteurs, il rencontra Jean-Paul Belmondo. « J'aimais bien votre père. » Le père de Jean-Paul était un sculpteur renommé. « Et vous ?»« Ça commence, » lui dit-il, avant de poursuivre son chemin. Guillaume Depardieu. Il disait que nous adorerions être détestables. J'ai compris tardivement ce qu'il entendait par là, et que je partage aujourd'hui. Être d'abord rude permet d'établir une barrière malcommode à franchir. Suggérer d'emblée qu'on nous foute la paix est la meilleure stratégie pour ne laisser venir jusqu'à nous que les plus opiniâtres, les meilleurs. Cette distance hérisse de pique notre bulle pour tenir en respect les inquiétudes et les importuns. Il était de ma famille d'adoption, comme son père et sa sœur, dont je me suis toujours senti proche. Je l'aimais tendrement. Désert. Les artistes ou apparentés traversent tous le désert un jour ou l'autre. On fait alors du mieux que l'on peut, on se trompe parfois, car le goût d'un acteur n'est pas toujours sûr. On essaie d'aller au moins mauvais, de rester discret, car rien n'est définitif, acquis. Plus on avance, moins on comprend. Devise. Ne jamais faire d'efforts, ou le moins possible, n'a pas empêché d'arriver là où je suis. Alors là, où où alors ça, j'en sais rien. Bon. Ouais, moi j'y suis bien. L'effort est le contraire de là. Il faut travailler, certes, mais s'il faut se forcer, ce métier n'est pas pour vous. Là où il y a de l'effort, il n'y a pas d'amour. Dieu. À l'église, je ne prie pas, je visite. La basilique de Vézelay et Santa Maria Novella à Florence me sont particulièrement chères. Avec le temps, tout s'en va. Beaucoup s'en vont. Et je suis de plus en plus souvent convié à des enterrements. Je n'ai pas besoin d'encadrement religieux pour faire mes adieux. Ainsi suis-je modérément assidu aux cérémonies. Je crois cependant à une présence détachée de toute croyance organisée. Je suis attaché à la nature, aux arbres. J'y vois et entends une trace de mes origines et l'esquisse de mon sort post-mortem. J'entre dans une forêt comme le fidèle plonge un doigt dans le bénitier. Je pourrais passer des journées entières dans les arbres, comme disait Marguerite Duras. Certaines musiques, certains textes m'offrent des expériences spirituelles intenses. Elles sont peut-être la trace de quelque chose de plus haut que nous dépassant et nous arrachant à une condition éphémère, mais surtout la preuve irréfutable que cette vie-là en vaut la peine. Rien que pour Stan Getz ou Guillaume Apollinaire. Directeur d'acteurs. Bon, il y a des directeurs de conscience, des directeurs de banque, mais pas d'acteurs. Tout ce que peut indiquer un cinéaste après vous avoir engagé, ce qui témoigne déjà de sa confiance, c'est le chemin du studio. Et encore, un stagiaire dévolu à cette fonction fait très bien l'affaire. Je suis toujours à l'écoute, mais si je ne me sens pas en accord avec ce que le metteur en scène veut m'imposer, je résiste en me murant dans le silence. Je ne pense pas que l'artiste, si l'on veut bien considérer qu'un acteur peut en être un de temps en temps, doive obéir sans barguigner. Dans un mauvais jour, je peux leur répondre que
s'ils sont aussi sûrs de leurs faits, rien ne les empêche de jouer à ma place. Le conflit est toutefois préférable à l'attitude de metteur en scène arrivé par hasard, parce qu'il y avait de la lumière et du chauffage. Je crois aux répétitions pour une pièce de théâtre, où il faut, par le travail quotidien avec ses partenaires, éliminer tout le superflu pour accéder à un certain naturel, ou à une stylisation parfaite, mais alors là, au cinéma, je les juge inutiles, dangereuses, tant elles mécanisent le jeu, l'iniment par toutes les couches d'indication. L'invention et l'imagination sont alors brisées net. Non, je me contente d'être ponctuel et aimable, de suivre un régime équilibré en protéines et d'être raisonnable en toutes choses. Des metteurs en scène comme Bernard Murat ou Patrice Lecomte ont pour immense qualité d'aimer les acteurs. Ils les laissent alors libres d'aborder un rôle comme ils l'entendent, quitte à leur suggérer, mais bien poliment, qu'ils font fausse route. Bernard m'a dirigé aussi bien dans du Guitry, de l'Harold Pinter, que du Jean-Claude Carrière. Il a vite compris qu'il fallait d'abord me laisser donner naissance au personnage avant de l'habiller de ses indications. Murat sait aussi que si le texte fait un spectacle, c'est l'acteur qui donne au texte sa présence scénique. Je dois le meilleur conseil reçu sur un tournage à Laurent Henman pour Les mois d'avril sont meurtriers. Je ne savais pas trop quoi faire de ce personnage que j'aimais terriblement pourtant. Je m'ouvris à lui de mes doutes. Ne fais rien, fut sa réponse. J'ai laissé le rôle venir à moi, et les choses se sont faites le plus naturellement du monde. Morale de l'histoire, il n'est pas vraiment nécessaire de faire des efforts lorsqu'on est perdu. Dromadaire, avec ses 4 dromadaires, dont Pedro d'Alfarubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. Guillaume Apollinaire a écrit ces lignes que je chéris. Jean Echenoz. Ah, j'entre dans ces livres comme chez moi. Le mobilier, la musique, les personnages, la teinte mélancolique de l'air me sont familiers. Certains textes vous offrent une maison de papier et d'encre, et les siens sont mon salon. J'en sors comme de mon bain avec réticence. La délicatesse ouvragée de son style, l'élégance de son regard, la tendresse qu'il accorde à ses personnages, l'amour du jazz qui infuse son œuvre me le rendent très cher. Je ne le connais pas, mais il me semble proche. Il y a quelques années, nous nous sommes promis par lettre de partager une pizza. J'espère que nous saurons tenir cette promesse. Écriture. J'avais commencé d'écrire une adaptation de Premier amour de Samuel Beckett. Plus qu'un livre de chevet, un mur porteur avant de renoncer. Brièvement, j'ai aussi envisagé de réaliser un journal intime, m'inspirant de celui de Paul Léotot, mais en vidéo. Autant par flemme qu'hésitation sur l'intérêt d'un tel projet, je n'ai pas insisté. D'avoir fréquenté de beaux textes, des auteurs importants, d'avoir lu un peu, j'en ai retiré une grande humilité devant l'écriture. Comment oser ajouter des mots aux leurs ? Ça serait comme renverser une salière sur un plat parfaitement équilibré, faire un jogging sous l'orage dans un costume sur mesure.
Non, je me contente donc d'autographes et de cartes postales succinctes. C'est une politesse que je fais à la littérature. Un moment d'égarement. Adolescent, je passais quelques jours chez un ami à Dijon, et en pleine nuit, saisi par une montée de chaleur, je me suis imaginé que leur employé de maison saurait y répondre. Alors, je suis entré dans sa chambre sans prendre la peine de frapper. Alors, il fit un scandale terrible, appelant au secours, réveillant toute la famille. Alors là, je fus la risée de la maison pendant une semaine. Et cette humiliation quasi quotidienne me rendit brièvement méchant. Je me promis alors que si, d'aventure, de jeunes personnes s'introduisaient dans ma chambre, je saurais être délicat et faire preuve de pédagogie. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de mettre cette résolution à l'épreuve de la réalité. Daniel-Émile Forck. Il est mort inconnu, ce qui me désole. Un immense acteur, toujours surprenant, d'une poésie infinie. Il était digne de jouer Shakespeare ou Beckett, enfin, un grand auteur. Sa réserve presque douloureuse m'attendrissait. Il est, hélas, la preuve que le talent n'est pas toujours récompensé dans un métier aussi aveugle que cruellement attaché aux apparences. Enfance. Au regard de l'époque, la mienne n'était pas conventionnelle. Ma mère, Josette, divorcée, dirigeait une maison de lingerie et une trentaine d'ouvrières. Pendant la guerre, elle installa un atelier dans sa maison, autant pour s'occuper que pour ne pas laisser les circonstances lui dicter quoi que ce soit. La passivité n'étant pas dans sa nature. À la retraite, comme elle ne savait pas ne rien faire, elle a pris des cours de massage pour en prodiguer à son tour. Elle était fantasque, fervente anticléricale, anarchiste militante, coquette jusqu'à ne jamais révéler son âge. Elle était très drôle, plus intelligente que mon père, il me semble. Elle avait un grand potentiel créatif qu'elle n'a pas exploité à sa juste mesure, mais ses affaires marchaient assez bien pour qu'elle ne songe pas à flatter sa nature artistique. Je n'ai pas hérité de son inclination pour l'action, sans être certain de le déplorer tout à fait. Ma grand-mère maternelle, Lucie Coulebois, d'origine espagnole, elle s'appelait Bollard, de ce nom de jeune fille, habitait en Bourgogne à Précilsec, dans la maison qui est celle de mes vacances aujourd'hui. Tout le village venait la voir pour qu'elle fasse le courrier et s'occupe des corvées administratives, car elle seule savait lire et écrire. Elle était très impliquée dans mon éducation. Curieusement, bien qu'élevée au couvent, me faisant dire tous les soirs mes prières, dans lesquelles je demandais des cadeaux plutôt que la paix dans le monde. Recevant le curé à dîner, elle ne mit jamais les pieds à l'église. Elle confectionnait d'épatants desserts en faisant égoutter des fromages blancs, auxquels elle ajoutait de la crème fraîche et les fruits de nos arbres. Son mari était vigneron, mais aussi une brute. Elle le quitta très tôt et vécut seule le reste de sa vie, tenant une petite maison de couture à Paris. Quand il est tombé malade, elle s'occupa pourtant de lui, et ses derniers mots ont été pour lui indiquer l'emplacement du magot. C'était une famille de femmes fortes, qui n'avaient pas attendu le féminisme pour ne pas s'en laisser compter, assumer leur vie et imposer leur volonté. Mon père, Georges, a changé plusieurs fois d'activité. Il a fait dans la chaussure, dans le marchandage de tableaux, dans la pomme de terre déshydratée. C'était quand même rare, alors, de jongler ainsi entre les métiers.
Il avait fait ses études en Angleterre, il en parlait couramment la langue, et ne fit jamais d'infidélité à son tailleur londonien. Il était vêtu à la campagne comme à Paris. Pas une fois je ne le vis en pantoufles ou en robe de chambre. Dès le petit déjeuner, il était en veston. Ça m'a assez marqué pour que je l'imite. Champion d'aviron et pilote automobile, ayant fait le rallye de Monte-Carlo, il aurait pu être un de ces oncles d'Amérique aux carrières improbables dont on fait les légendes familiales. À son image, j'ai gardé mes amis de jeunesse. Il avait rencontré les siens à 20 ans et ne s'en est jamais éloigné. Mes parents étaient des gens charmants qui ne se sont jamais avisés d'intervenir dans mes résolutions, aussi vagues fussent-elles. Ma sœur aînée, Nicole, s'est formidablement bien occupée de moi, m'emmenant en vacances, à des concerts, soucieuse de mon instruction et de ma santé. Nous faisions à vélo, elle pédalant, moi sur le porte-bagages, ce qui m'inspirait une forte admiration. Les kilomètres nous séparant de la ville la plus proche, avalons, pour que je puisse consulter un médecin qui ne soit pas un rebouteux de campagne. J'ai été élevé surtout par des femmes, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais départ dans la vie. Pendant la durée de la guerre, j'habitais Précy, où j'allais à l'école avant d'honorer de mes siestes celle d'Avalon. J'y étais accueilli, malgré mes origines, par la ritournelle « Parisien gros bec, allumette au cul, Parisien foutu ». Les Allemands occupaient la région, et quelques soldats habitaient dans notre maison, sans qu'on les ait eus invités. Ma grand-mère parlait l'allemand et en profitait pour leur donner des ordres. Ils devaient s'occuper du jardin, aider aux tâches domestiques, porter des seaux d'eau. C'étaient des troufions de base qui avaient probablement envie d'être ailleurs, et ils filaient doux. Oh, c'était un spectacle étonnant qui réjouissait les voisins. Ils avaient offert des fleurs à ma sœur, et je ne crois pas qu'ils se soient jamais fait engueuler comme ils l'ont été par ma grand-mère. Je ne me souviens pas avoir eu peur ou senti de la haine de leur part, mais leur visage et leur uniforme me reviennent avec une précision étonnante. Je m'attends parfois à les voir surgir dans mon jardin, suant et ne mouchetant pas devant ma grand-mère. Jusqu'à 15 jours avant leur arrivée, nous hébergions 2 jeunes filles, juives, Joséphine et Micheline. Parties se cacher ailleurs, à l'annonce de leur progrès dans la région, elles ont eu la chance d'échapper à la traque dont elles faisaient l'objet, et vivent encore. De ces années, je garde le souvenir des noyers, de la grande cour, de l'odeur inchangée, fraîche et poussiéreuse de la cave et de la maison, du bruit de la nature, de la rivière, des carrioles dans le village, mais aussi de celui unique d'une bouteille que l'on débouche, qui marquait la fin d'une journée aussi sûrement que la position du soleil, et puis des balades avec ma sœur. L'été, je m'attachais un fil au pied que je laissais pendre par la fenêtre et mon voisin, Bernard Rameau, mon cadet de quelques années, tirait dessus pour que je l'accompagne mener les vaches au pré. Un matin, on nous confia pour mission d'apporter leur pique-nique aux moissonneurs. Alors, chemin faisant, nous bûmes tout le vin. Rentré ivre-mort, au comble de l'inquiétude, je dis à ma grand-mère entre 2 sanglots, « Oh, je suis infirme des jambes. » La voisine arriva en criant, en patois bourguignon, « Pensez-vous les poings infirmes des jambes, il au sou !» Bernard fut plus tard élu maire du village. Il nous arrive encore de descendre une bouteille, sans personne pour nous engueuler.
Le village est le même que celui de mon enfance. Une route a été construite, quelques voitures y passent, mais c'est tout, même si, comme beaucoup de campagnes, il a été victime de la désertification rurale. Épiceries et cafés ont fermé, et quand l'alarme de la maison se déclenche, même par erreur, les voisins se pointent dans la minute avec leurs fusils. À l'âge de 12 ans, j'ai demandé à être pensionnaire. Mon père et ma mère travaillaient. J'ai donc voulu partir, plutôt que d'être seul à la maison, à m'ennuyer. Cette décision et cet étrange désir de ne pas être seul restent mystérieux à mes yeux. Au final, je ne me suis pas mal emmerdé. Je ne pouvais pas aller au cinéma ni écouter de musique, mais je lisais beaucoup et jouais au football tous les jours. J'avais des amis qui venaient d'un peu partout, de Tchécoslovaquie, du Sénégal, du Maroc. Ils partageaient volontiers leur expérience, leurs traditions. C'était réjouissant d'être ainsi mis en contact avec d'autres cultures. Elles m'offraient des voyages, m'en donnant le goût, et coloriaient mes rêves d'images neuves. C'est sans aucun doute ce que j'ai retiré de plus gratifiant de mon séjour en pension. J'avais noué une solide amitié avec un Sénégalais, avec qui je suis resté en contact jusqu'à un jour funeste. Nous étions au téléphone, et j'ai laissé tomber le combiné, mettant un terme abrupt à notre conversation. Et je n'avais pas son numéro. Il ne rappela jamais. C'était il y a presque 60 ans, et je garde en bouche l'amertume terrible des remords que rien ne viendra jamais consoler. C'est curieux, mais mon enfance paraît bien lointaine quand toute la séquence qui démarre avec le conservatoire et se prolonge aujourd'hui me semble d'avant-hier. Je suis marié depuis une 12aine d'années, et c'est comme si j'avais rencontré ma femme la semaine dernière. Premiers engagements. J'ai rencontré ma première femme lors de mon premier engagement, une pièce obscure. Je n'avais qu'un rôle de dernier plan, mais j'ai dû jouer sous le nom de Pierre Marielli. Il fallait prendre un pseudonyme lorsqu'on était au conservatoire. Belmondo se faisait appeler Jean-Paul Belmont, et notre ami commun Michel Beaune s'était généreusement accordé une particule, Michel de Beaune. Faisait aussi de la télévision, en direct, des sketchs avec Claude Brasseur, Guy Bedos et Pierre Mondy, ou des dramatiques réalisés par Marcel Bluval, Stelio Lorenzi et Jean Prat. Nous attendions sur le plateau, morts de trouille, le lancement du direct, signalé par une sirène. Il fallait prendre garde à ne pas se tromper de décor, parce que les studios étaient de véritables labyrinthes. Rongés par le trac, on persistait à s'amuser de tout ce qui nous arrivait. C'est dire si rien ne nous destinait à durer dans le métier. Pierre Mondy, en particulier, était sujet à des fous rires qui faisaient vaciller notre concentration branlante. Ah là là, les journées étaient longues. Je commençais par la télévision, avant de m'en rendre au théâtre, et enfin au cabaret. Ah là là, qu'est-ce que je devais apprendre comme texte. J'ose espérer que cela m'a appris la rigueur, mais l'épreuve me manque. J'en sortais néanmoins rincé. Si j'en avais l'énergie, je retrouvais des amis chez Castel pour boire un verre, ou deux. Certains soirs, Marcel Dalliot passait, habillé comme un prince, cheveux teints et gominés, les yeux maquillés au rimel, les ongles vernis. Il nous saluait, puis, voyant arriver des producteurs américains,
nous quittait pour les rejoindre en disant « Bon, oh, les enfants, je vous laisse, au boulot !» Ennui. Ah, s'ennuyer seul et voluptueux. Ah. On peut peupler son ennui de tout ce que l'on veut, mais en société ou en jouant, c'est terrible. Il y a des comédiens qui récitent, n'apportent rien, n'inventent rien et affligent leurs partenaires. Je n'ai alors qu'une envie, foutre le camp. J'aime à dire que ça s'arrange avec l'âge, mais non, la tolérance s'érode. Étoile, bonne. Ah oui, merci. Je suis un tel feignant, un traînard par vocation que sans elle, je crois que je n'aurais rien fait de ma vie. Le comble de l'extravagance, n'être compris de personne.